Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'échange avec des start-upers de France Autotech, des entrepreneurs qui bousculent les codes et qui réinventent l'automobilité. Aujourd'hui, on est avec Frédéric de The Plug. Je le qualifierais un peu de surfeur, mais en fait, il surfe sur une nouvelle vague qui est le véhicule électrique et comment finalement ce submerger notre parc automobile et nos habitudes c'est quelqu'un qui est parti de rien. Il a eu l'idée tout seul comme un grand et ça j'adore ce type d'entrepreneur-là. Énormément de mérite et en plus très sympathique. Est-ce que tu peux nous détailler plus précisément ce que fait Frédéric et ses équipes? Oui, donc Frédéric est le CEO et le fondateur de The Plug. The Plug est l'un des pionniers français dans l'installation et de la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, ses clients, essentiellement des copropriétés et des entreprises. La valeur ajoutée de The Plug est de mettre en place des solutions clés en main et d'assurer sur le long terme la gestion de ces bornes. Bon, bah super, bah, il fait partie voilà, de ces 75 startups membres de France Autotech. On est ravis de pouvoir s'adresser aujourd'hui à cette communauté. Bienvenue Frédéric. Merci, bonjour. Bienvenue parmi nous. Écoute, on est ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. La question que l'on pose toujours est toujours la même, c'est quel est le problème que tu résous? Parce que je rappelle à notre communauté et à nos auditeurs que si vous ne résolvez pas de problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. C'est assez simple à comprendre. Donc, quel est le problème que tu résous et quelle est un peu la genèse de The Plug? Oui, bah effectivement, The Plug est né justement sur la nécessité d'un problème à résoudre, qui est la recharge des véhicules électriques en copropriété. En fait, si je reviens un tout petit peu en arrière, donc effectivement, j'ai créé The Plug en 2014. C'était au départ une idée qui m'est venue pendant que je travaillais dans le taxi, où on voulait mettre en place des taxis électriques. C'était le garage de taxi, le principal garage de taxi en France d'ailleurs, et on voulait mettre des taxis électriques, c'était des Tesla Model S, mais les chauffeurs chez eux ne pouvaient pas la charger, il n'était pas question non plus qu'ils la chargent parce que ça leur aurait pris trop de temps, du temps utile pour leur course évidemment, et du coup le problème c'est que leur syndic ne voulait pas qu'ils se branchent sur les prises existantes dans le garage de leur copropriété, parce qu'ils habitaient en copropriété. Ce qui est le cas de beaucoup de taxis parisiens, voilà. Et du coup, à l'époque, j'ai appelé les grandes sociétés du secteur, les fournisseurs d'énergie, j'ai demandé aussi à Tesla, et personne n'avait de solution. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, parce que tout le monde était capable d'installer une borne de recharge électrique. Il y avait des électriciens, des sociétés déjà, bien sûr, à l'époque, qui le faisaient. En revanche, obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale de copropriété. Là, c'était une autre paire de manches parce que, évidemment, dans une copropriété, tous ceux qui ne veulent pas un service ne veulent pas payer pour. Et c'est là que l'idée de The Plug a germé. Alors le concept, en gros, rapidement, c'est en fait l'idée qui s'est imposée, c'est que pour justement être accepté, il faut ne rien coûter aux autres copropriétaires. Et pour ça, il faut investir à nos frais l'infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble et la raccorder à notre propre alimentation électrique. Et au final, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on était très proche de modèles comme celui des câbleaux opérateurs ou des opérateurs fibre optique ou Internet. Et donc, en restant dans cette logique-là, on a développé un modèle dans lequel c'est finalement l'utilisateur s'abonne à un service qui inclut tout, qui inclut l'accès au service, l'électricité, la maintenance, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a un système qui est finalement très proche des logiques télécom, avec des forfaits qui incluent une certaine puissance de borne, une certaine quantité d'électricité. Et si vous voulez plus de puissance, plus d'électricité, il y a des forfaits plus ou moins complets et plus ou moins chers. D'accord. Donc, Frédéric, tu as commencé tout seul il y a 6 ans, si je compte bien. Et alors aujourd'hui, combien de salariés, combien de clients, où en est The Plug? Aujourd'hui, on est 45 personnes à Paris et on a aussi quelques personnes en province. On est en train on installe sur toute la France
dans toutes les copropriétés, mais on essaye en plus d'être présent, évidemment, d'un point de vue commercial, auprès justement des syndics de copropriété, auprès de nos clients. Et donc, on a maintenant une antenne en région PACA, dans les Alpes-Maritimes, à Nice. On a une antenne à Lyon, une à Bordeaux, et on va en ouvrir dans d'autres grandes villes pour être toujours plus près de nos clients. Oui, aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, simplement, il y a à peu près 2500 copropriétés qui ont validé The Plug en assemblée générale, ce qui fait, étant donné qu'on a ciblé plutôt les grandes copropriétés au départ, c'est aussi là où le problème se pose le plus, parce que dans une petite copropriété à 3-4, on arrive à s'arranger. Il y a ce qu'on appelle le droit à la prise, où on se branche sur le compteur des parties communes. Il y a simplement un sous-compteur qui permet de décompter l'énergie. Dans une grande copropriété, évidemment, c'est pas possible d'imaginer qu'à terme, tout le monde puisse être accordé sur le petit compteur des parties communes existants. Donc, c'est vraiment dans ces copropriétés qu'on est présent. En moyenne, sur l'ensemble de ces 2500 copropriétés qui ont signé une convention avec The Plug, on est à 100 places de parking en moyenne, ce qui fait 250 000 places de parking en France sur lesquelles on a résolu la fameuse difficulté de recharge en copropriété. Et ça, voilà, c'est de ça que je rêvais quand je me suis lancé. J'espérais justement résoudre cette difficulté. On parlait de résoudre un problème. Et voilà, on en est à 250 000 et il y en a au moins autant dans notre pipeline à très court terme. Donc, on devrait rapidement pouvoir doubler encore ce chiffre. Ah, c'est très intéressant. Et ce modèle me rappelle celui de CGTEL. Tu sais, CGTEL était mandaté par les opérateurs téléphoniques pour installer des câbles et notamment de la fibre et de la DSL pour les opérateurs téléphoniques. Et puis en fait, quand ils branchaient le câble pour lequel ils étaient payés, ils branchaient le leur en même temps, parce qu'en fait, finalement, que tu mettes un ou câble ou deux, voilà. Et puis à la fin, ils sont devenus opérateurs. C'est devenu Nef Télécom et ils ont été rachetés par SFR. Donc très malin. Et ce modèle-là, justement, est-ce que ce modèle, ton business model, est-ce que tu l'as trouvé tout de suite et tu n'en as pas changé, ou est-ce que tu as dû réfléchir, tu as fait des tests, tu as pivoté, tu as changé, enfin comment un peu est né ce modèle que je trouve très fort en fait, parce que ça valorise beaucoup ta boîte finalement, être propriétaire de ces réseaux-là. Tu as des clients captifs, une fois que tu es dans la copro, tu n'auras pas un concurrent qui va venir à ta place, sauf si la loi change et te force à le faire pour augmenter la concurrence. Mais je trouve que ce modèle est très fort. Alors, en fait, il y a une concurrence déjà très forte, effectivement, parce que depuis que j'ai créé The Plug, il y a d'autres acteurs qui se sont mis à faire le même modèle. Il y avait déjà des acteurs qui proposaient de la recharge en copropriété, mais comme on le disait, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a deux autres acteurs qui font le même modèle que nous. Et donc, il y a vraiment une concurrence assez féroce. Donc, il y a, voilà, on est vraiment en concurrence très forte. Dans les AG de copropriété avec frères. Mais effectivement, on arrive à un modèle qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver effectivement dans les télécoms. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait, mais c'est un modèle c'est un modèle effectivement, je pense, qui encore une fois, voilà, quand on crée une boîte, il y a une notion de valorisation. Les revenus récurrents, les abonnements, tout ça, ça valorise la boîte. Quand on est moi j'appelle ça des artisans, parce que quand on vend des sites internet et qu'on est toujours en train de trouver ou être obligé de trouver en permanence, quand on fait de l'événementiel, moi j'ai fait 10 ans d'événementiel, on était le 1er janvier, on repartait avec 0 € de chiffre d'affaires, il fallait à chaque fois retrouver de nouveaux clients. Le taux d'effort est très élevé, ce qui fait que quand on a effectivement des revenus récurrents comme ça, comme tu le proposes là, ta boîte en fait ne fait que cumuler de nouveaux clients, des nouveaux revenus récurrents, et à la fin tu as une courbe qui effectivement est très linéaire, et à la fin tu peux avoir des valos très fortes. Donc, ouais, ça... Oui, je t'en prie. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, on est sur un modèle de revenus récurrents, et de ce point de vue-là, effectivement, notre valorisation va dépendre effectivement du nombre d'abonnés récurrents qu'on va avoir, comme effectivement dans les modèles des télécoms. Après, il faut quand même noter parce qu'effectivement, certains pourraient s'interroger sur bon, est-ce que The Plug prend une position dominante, etc. Il faut voir que, outre la concurrence très forte qu'il y a au moment du choix d'opérateur dans l'immeuble, il y a aussi ensuite pour les utilisateurs, d'abord la convention peut être résiliée sans frais
et ça c'est quelque chose de très important, par la copropriété. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, les abonnés eux-mêmes ont un abonnement qui est résiliable à tout moment sans frais également. On a fait vraiment ce choix finalement d'être sur le même modèle que les télécoms, alors qu'on a fait un investissement pour cet abonné puisqu'on l'a câblé jusqu'à sa place, etc. Donc, on prend un risque même encore un peu plus important que dans les télécoms et pourtant, on a fait ce choix de ne pas chercher du tout à loquer, entre guillemets, les clients. Et voilà. Et donc, autrement dit, ce qui va faire qu'on va rester dans une copropriété et qu'on va rester aussi sur le marché, c'est uniquement la qualité du service qu'on va offrir. Parce que sinon, le switch cost est de 0, donc à tout moment, les clients peuvent changer. Et donc, c'est les nouveaux modèles, en fait. Une pression. C'est les nouveaux modèles parce que regarde Netflix qui te propose au bout de 12 mois de non-utilisation de te rembourser ton abonnement ou d'annuler ton abonnement. En fait, il faut que tu restes parce que tu es content et cette notion de loquer les clients, finalement, c'est très ancien monde, c'est très siècle dernier. Aujourd'hui, soit tu es content et tu te mets toujours à un niveau pour être content et tu t'interroges toujours sur le niveau de satisfaction de tes clients pour toujours rester vraiment avoir une offre de qualité. Le principe de loquer des clients et de loquer des clients mécontents, c'est de la rancœur. C'est de la mauvaise image, c'est pas du bon business. On n'y croit pas. Absolument, on n'y croit plus, on n'y croit pas en 2021. Croire qu'on va gagner de l'argent en loquant des clients mécontents, effectivement, qui vont écrire partout sur des forums que cette société, c'est un scandale, c'est une honte. Enfin, c'est complètement lunaire pour nous, quoi. C'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix opposé. Alors, après la naissance et puis l'essor de The Plug, Frédéric, tu as participé au lancement d'une autre société spécialisée dans les recharges électriques, qui est ChargeGuru. Peux-tu nous expliquer pourquoi cette nouvelle société et quel est le lien finalement avec The Plug aujourd'hui ? Oui, en fait, on s'est aperçu, après avoir créé The Plug, que finalement, on avait des leads qui venaient, c'est-à-dire des pistes commerciales qui venaient d'un peu partout, tous les environnements, et pas seulement de la copropriété. C'est-à-dire que, en particulier, The Plug est partenaire de 17 marques automobiles aujourd'hui, je les salue d'ailleurs de nous faire confiance pour la copropriété. Mais très souvent, ces marques automobiles aiment bien en fait nous envoyer des leads et ne pas avoir à savoir bon alors lui il est dans une copropriété de 3 personnes mais lui dans une grande, lui il est tout seul, est-ce qu'il est vraiment tout seul chez lui? Bon, ils veulent juste envoyer les leads et du coup on fait le tri et donc pour un lead en copro on avait à peu près un lead en pavillon ou un petit professionnel profession libérale, un dentiste ou autre qui voulait une borne sur le parking de sa clientèle, etc. Et donc on a créé finalement ChargeGuru pour pouvoir faire exactement le complément, c'est-à-dire tout ce que The Plug ne faisait pas en termes d'installation. Et là, c'est j'allais dire, relativement classique. C'est pas un modèle d'opérateur où on investit, c'est un modèle d'installation sur devis. On propose des devis. La seule chose, c'est que ChargeGuru propose des tarifs barrémés, il y a une garantie aussi du fait que ce sont des électriciens, on fait travailler des électriciens locaux d'ailleurs, à chaque fois dans chaque région, des électriciens locaux, comme The Plug d'ailleurs. Voilà, il y a une garantie aussi du meilleur prix pour le client puisqu'on fait on met en concurrence en fait des électriciens. Voilà, donc c'est un modèle de plateforme qui, pour le coup, se rapproche plus des plateformes de tech, de start-up de type. On peut les citer, mes dépanneurs ou autres. C'est plus proche de ça que du modèle d'opérateur qui, lui, serait plus proche d'un câble opérateur. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment les séparer parce que pour les financer aussi, pour trouver des investisseurs, ce ne sont pas du tout les mêmes profils d'investisseurs. Il y en a qui, dans le cas de ChargeGuru, il y a des investisseurs qui veulent un rendement assez rapide, qui veulent, qui sont plus dans une logique de plateforme. Et dans le cas de The Plug, ce sont plutôt des fonds qui investissent dans les infrastructures, qui valorisent aussi les revenus récurrents sur le long terme et avec une montée en charge qui sera un peu plus longue. Donc voilà, c'est vraiment deux types d'investisseurs différents et c'est ce qui a présidé au fait de les séparer. Du coup, il y a un lien capitalistique mais qui est minoritaire entre les deux et c'est plus une alliance que voilà, un groupe intégré.
Un peu une alliance à la Renault-Nissan, Voilà, mais modestement. voilà, très modestement. Mais ce modèle de marketplace, effectivement, pour ChargeGuru est intéressant. Et cette dissociation que vous avez effectuée, là aussi, on s'en parlait pendant le brief qu'on fait avant ces calls-là. Généralement, les briefs durent 3/4 d'heure, 1 heure. Nous, je crois qu'on a parlé de 2 heures ou 2 heures et demie, je crois. C'était devenu un débat entre entrepreneurs très intéressant. Et effectivement, on a dans la fintech, j'ai un exemple en tête qui est MangoPay. Quand MangoPay a dû se créer, quand Litchi a dû se créer, ils ont dû créer MangoPay pour avoir la licence bancaire pour opérer le service Litchi. Et du coup, ils ont dissocié avec MangoPay d'un côté, Litchi. Litchi s'est développé dans la cagnotte en ligne et MangoPay s'est développé également en trouvant d'autres clients que Litchi. Et au final, quand Crédit Mutuel les a rachetés, et MangoPay était extrêmement valorisé parce qu'ils avaient 400 ou 500 clients comme Litchi à qui ils fournissaient des services liés à leur licence bancaire. Donc ce modèle de dissociation, on peut très bien effectivement, dès lors qu'on crée une boîte, se rendre compte qu'on résout plusieurs problèmes et que ces problèmes peuvent être adressés soit par la même boîte, soit par des boîtes différentes qui vont chacune vivre leur vie et avoir leur propre business model. Et donc voilà, c'est intéressant. Alors, comment tu entrevois dans l'avenir je sais qu'on a je sais que Tesla s'est positionné comme étant aussi un fournisseur d'énergie, c'est-à-dire que on peut imaginer avoir que les voitures finalement peuvent se mettre à vendre de l'énergie également, donc elles en consomment pour se recharger, puis elles peuvent être amenées aussi à alimenter les maisons. Est-ce que c'est un modèle que tu as intégré? Est-ce que c'est une évolution que tu as anticipée, ce sujet-là? Alors, nous, on n'est pas fournisseur d'énergie. En revanche, on est une sorte de maille terminale. On est un peu la synapse terminale du réseau électrique pour ce qui est de la recharge des véhicules électriques dans l'habitat collectif. C'est-à-dire que on peut effectivement agréger une demande dans l'immeuble. L'avantage, c'est qu'on crée une sorte de grappe d'utilisateurs et au lieu d'avoir un véhicule qui va potentiellement restituer au réseau ou à l'immeuble, donc ce qu'on appelle le V2G ou V2B, Vehicle to Building ou Vehicle to Grid, à ce moment-là, on va avoir une grappe de véhicules qui va pouvoir le faire. Et sur une grappe de véhicules, sur 10, mettons, il y en a peut-être que 5 qui pourront vraiment restituer parce que les autres, les utilisateurs auront besoin de charger rapidement ou la batterie sera trop déchargée, etc. Et donc, si on a une grappe suffisamment importante, effectivement, d'avoir de l'intérêt de restituer au réseau. Il y a aussi un autre aspect, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut investir une infrastructure bidirectionnelle pour pouvoir un onduleur en fait pour pouvoir repasser du courant alternatif au courant, du courant continu de la batterie au courant alternatif du réseau. Et donc cet investissement, il se justifie dès lors qu'on a plusieurs véhicules et qu'on parle d'un groupe, d'une grappe de véhicules. Et donc de ce point de vue-là, The Plug est effectivement bien placé pour pouvoir faire du véhicule to grid demain, restituer de la restitution d'électricité au réseau. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de modèle économique pour le faire. Il faudrait que les prix d'électricité en heure creuse soient nettement plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui et que les prix aussi en heure pleine soient plus hauts à la limite, même si ça ne plaira pas à tous, mais voilà, que le différentiel soit plus important pour justifier qu'on stocke vraiment en heure creuse et qu'on restitue en heure pleine. Super. Et ça viendra. Ça viendra avec l'intermittence en fait plus importante des énergies renouvelables. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, il y a un différentiel important parce qu'ils ont pas mal d'énergies renouvelables et beaucoup moins de nucléaire, comme on sait. En France, on a cette base assurée par le nucléaire qui fait qu'il y a une variabilité pour l'instant qui est moindre. Et c'est seulement lorsque les énergies renouvelables se développeront davantage que ce genre de choses auront plus d'intérêt. Mais en tout cas, on le surveille très attentivement et on est prêt à pouvoir faire rapidement des expérimentations dans ce domaine. Je voudrais revenir, Frédéric, sur ta vie d'entrepreneur. Si j'ai bien compris, diplômé d'une grande école de commerce, après tu as travaillé dans des grands groupes. Qu'est-ce que ça fait un matin de se retrouver seul en se disant, bon, je crée une start-up et il faut que j'y aille. Alors, quels étaient tes sentiments? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure? Alors très clairement, je sais que ça peut sembler un lieu commun parce que tous les livres d'entrepreneurs le disent, mais il faut être un peu fou, c'est-à-dire qu'il faut avoir le même état d'esprit
que celui qu'on a lorsqu'on saute par une portière d'avion pour sauter en parachute. Je l'ai jamais fait, mais si je dois le faire un jour, voilà, quelque part, je pars en me disant bon bah il y a quand même un risque que j'arrive pas en bas, enfin pas vivant en bas. Et clairement, il faut être dans le même état d'esprit, malheureusement peut-être, mais ça fait partie aussi de l'adrénaline, ça fait partie du jeu. Il faut se dire, bon, il y a des chances que j'y arrive pas, mais c'est pas grave, je vais apprendre quelque chose sur le chemin. Et même si le chemin ne m'amène pas au but visé, il aura été intéressant quand même et peut-être qu'il m'amènera sur autre chose, etc. Il faut être dans cette logique-là. Il ne faut pas se dire à tout prix qu'on va réussir parce que malheureusement, il y a un risque. Hein. Donc il faut être à la fois un peu fou et les gens autour de vous vous disent ah bon. Moi, très clairement, ma mère comprenait pas, par exemple. Hein. Il faut être un peu fou. Et puis, mais il faut se dire, bah voilà, la vie est courte. Qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi. Bon, au pire, voilà, j'échoue. Ça va peut-être me coûter un peu, mais j'aurais appris plein de choses. Donc, faut être vraiment dans cette logique-là. Il faut aussi se dire, je pense, le deuxième point, et ça rejoint ce que vous disiez tous les deux en début de podcast, c'est que il faut vraiment résoudre un problème. C'est-à-dire que si jamais vous résolvez un problème, si jamais tu sais qu'il y a quelqu'un qui attend ton service, déjà, tu as quand même, je dirais, 70% du truc qui est fait quand même. C'est-à-dire que, enfin, après, et que tu as une solution, une solution qui tient la route. Après, il va falloir réussir à trouver le bon modèle économique pour que ça soit pas quand même trop cher, la solution que tu as trouvée pour le client. Parce que sinon, oui, tu as résolu mon problème, mais bon, à ce prix-là, non merci. Donc, il faut trouver ensuite à améliorer le business model, etc. Moi, effectivement, pour répondre, j'avais pas répondu à ta question, Romain. Depuis le début, en fait, j'ai pas eu à pivoter, en fait. Le modèle, en fait, l'idée qui m'est apparue, qui paraît simple a posteriori, celle de copier un peu les opérateurs télécoms, pour résoudre la recharge en copropriété, l'appliquer à un autre secteur. Et bien, ça, c'était l'idée, elle reste la même 7 ans après, et elle est toujours aussi valable, et le modèle n'a quasiment pas changé. La seule chose, c'est qu'on a modifié légèrement la structure tarifaire. Au départ, par exemple, c'était un 100% abonnement, et aujourd'hui, on achète sa borne, et la borne avec l'installation, et il y a un abonnement ensuite derrière, mais qui est beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a eu des aides qui se sont créées, et il fallait une facture de cession du matériel. Les aides gouvernementales n'avaient pas prévu notre modèle, et donc alors même qu'on existait déjà, mais bon, et du coup il a fallu entre guillemets pivoter légèrement sur la tarification, sur la structure de tarifs. Donc l'utilisateur aujourd'hui il est propriétaire de sa borne, et c'est en revanche sur l'infrastructure collective qu'on investit et qui a un abonnement finalement qui sert à la rentabiliser et à l'amortir. Ouais. Très, très intéressant. Ce que tu évoques là, ça me fait penser à deux choses. Déjà, effectivement, que l'entrepreneur est celui qui saute du ravin, qui construit un avion avant d'atterrir ou avant la chute. Hein, c'est vraiment un peu ça. Il faut se lancer. Et en même temps, la phase que tu évoques de démarrage où tu sondes la douleur, et elle est cruciale. En fait, on est souvent porté par son enthousiasme, par son engouement. Non, le sujet, c'est qu'il faut absolument extrêmement bien étudier la douleur, sonder la capacité des clients à payer. Bêta-tester, il y a beaucoup d'outils no-code qui existent aujourd'hui, donc ça sert à rien de se lancer dans des développements coûteux, compliqués. Faites du no-code, testez, et si le client est OK, il va commencer par payer, puis après vous aurez le temps de développer avec des bonnes technos qui vont bien. Mais le plus important, c'est de trouver un market fit, product market fit, et de sonder. Donc cette étape-là que tu évoques, elle est vraiment super importante. Et si vous avez un problème à résoudre, et que si vous le résolvez, les gens paieront pour, plus ou moins cher, plus ou moins rapidement. Il faut qu'ils soient décisionnaires, il faut qu'ils soient prêts à payer vite et beaucoup, idéalement. Mais voilà, et les gens de eFounders ont compris ça dans toutes les boîtes qu'ils ont créées. Ils ont identifié des problèmes et ils ont simplement créé des boîtes qui résolvaient ces problèmes. Et maintenant, il y a 30 boîtes, dont une dizaine qui ont levé des dizaines de millions de dollars, dont Front, dont Aircall, dont voilà, le modèle n'est pas si compliqué que ça. Encore faut-il avoir la bonne méthode. Voilà, donc je te rejoins sur ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord, Romain, et c'est vrai que il y a des choses moi que j'ai faites un peu naturellement
en faisant The Plug, mais que j'ai lu après dans des livres de management, des livres comme de Lean Startup. Mais moi, je le faisais par obligation un peu. C'est-à-dire que au départ, j'avais pas de moyens, j'avais juste les quelques sous que j'avais dans les poches, et donc j'étais obligé de faire par exemple, la notion de produit minimal viable, c'est quelque chose que j'étais obligé de faire. Donc au début, j'ai dit à Tesla, j'ai rappelé Tesla à qui on avait acheté des véhicules dans le taxi, et je leur ai dit, bah voilà, je propose ce service pour la recharge en copropriété, est-ce que ça vous intéresse? Tout de suite, ils ont bondi en disant, ah oui, on a des clients qui voudraient une Model S, mais ils peuvent pas charger, ça nous intéresse, on t'envoie. Et moi, j'avais encore rien fait. Et donc, effectivement, je compte pas depuis 7 ans, maintenant c'est beaucoup moins le cas, mais au début, je compte pas le nombre de fois où j'ai promis et j'avais encore rien. Et tout ça, c'est des choses. Ça fait partie du job. On est un peu... Ça fait partie du job. Ouais. Alors évidemment, Au début, on peut se dire, ah là là, c'est pas très moral, vous vendez des choses que vous n'avez pas encore, etc. Mais on est obligé parce qu'on n'a rien. Et la seule chose, c'est qu'après, il faut évidemment délivrer. Il faut le faire une fois qu'on a la commande du client. Et on est très souvent comme ça en déséquilibre avant. Surtout que on va créer quelque chose, je sais pas, sur le produit, sur l'offre, etc. Mais après, derrière, on va se rendre compte que les outils, on les a pas, les outils informatiques, etc. Donc, on est tout le temps un peu en train de courir derrière, surtout quand on est en croissance. Mais c'est normal. Il faut avoir pour ça un esprit il faut accepter de renverser un certain nombre de méthodologies qu'on peut avoir acquises dans l'industrie traditionnelle, dans les grands groupes, etc. Si on vient de là, il faut être capable effectivement de changer les choses et partir, proposer des solutions aux clients, même quand on les a pas encore, à condition évidemment d'avoir derrière sa tête qu'on sera capable de le faire dès lors qu'on aura dit oui quand même. Aujourd'hui, Frédéric, quelle est ta recette pour trouver des clients? Est-ce que c'est difficile d'en trouver des nouveaux? Alors aujourd'hui, on n'a aucun mal parce que le véhicule électrique, c'est vraiment un secteur. D'ailleurs, on regardait il n'y a pas très longtemps, on calculait la croissance du secteur. C'est typique d'un secteur qui est en croissance exponentielle. C'est-à-dire que au début, l'exponentielle, c'est rien du tout parce que 0,1, même s'il y a un taux de croissance x2, 0,1, ça fait 0,2, puis 0,4. C'est toujours rien sur le marché. Et au début, c'est complètement, d'ailleurs, une courbe exponentielle. Au début, elle est quasi plate. Et donc, et c'est ce qu'on a vraiment vécu. Et là, en 2020, il y a eu une vraie accélération. Il y a eu un triplement des ventes de véhicules électriques, poussé en grande partie, bien sûr, par la réglementation européenne. Mais ça y est, on sent que l'inflexion est lancée et pour l'instant, la croissance ne se dément pas. On augmente, on bat nos records de croissance chaque mois. Là. Au début, on a fait 2 installations par mois. Une toutes les 2 semaines et aujourd'hui on installe 150, plus de 150, on a fait 160 même en mars bornes par mois, ce qui fait vous faites le calcul, à peu près 5 par jour. Voilà, on est passé de une toutes les 2 semaines à 5 par jour et ça continue. Donc voilà, et c'est vrai que là, ça devient vraiment excitant. Il faut aussi pouvoir suivre. Heureusement qu'on a pris le temps de muscler tous nos outils, etc. Mais aujourd'hui, pour avoir des clients, on n'a aucun problème. On a uniquement même des appels entrants grâce à notre stratégie de nous appuyer sur des prescripteurs. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi, qui peut être intéressant dans une startup. En tout cas, pour The Plug, ça a très bien fonctionné. Plutôt que d'aller tirer la sonnette de chacune des copropriétés de France, il y en a 550 000, on s'est adressé en fait aux syndics de copropriété qui sont les prescripteurs et qui avaient besoin d'une solution parce que les gens leur demandaient des bornes de recharge et eux étaient ennuyés et n'avaient que des solutions dans lesquelles il fallait que la copropriété investisse, ce qui est très difficile lorsqu'il y a juste une minorité seulement qui est prête à voter pour des travaux. Donc ils ont beaucoup aimé notre solution. Dès lors qu'on a réussi à convaincre
avoir un système qui convainc les prescripteurs, les syndics. Il y a une deuxième catégorie de prescripteurs qui sont les constructeurs automobiles, parce qu'eux aussi, ils ont intérêt à ce que l'utilisateur puisse recharger, parce que souvent, c'est le préalable pour pouvoir acheter le véhicule. Avec ces deux types de prescripteurs, ça nous fait des canaux de leads entrants qui, en fait, font qu'on a zéro prospection à faire. On reçoit des avalanches, littéralement, aujourd'hui, de leads entrants par tous les canaux. Écoute, c'est le fameux tsunami dont je parlais en introduction. Et là, le chiffre de 160, on est en mars, on est début avril 2021. Et pour tes archives, garde bien ce podcast-là, puisque je suis sûr que dans les années qui viennent, tu le réécouteras en te disant, disons, on était sur une courbe exponentielle, effectivement, et on était loin de se douter. Finalement de l'impact, donc c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Alors pour conclure ce podcast, puisque je sais vraiment qu'on pourrait parler pendant des heures, mais on va essayer de se restreindre quand même à une petite demi-heure ou une grosse demi-heure. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu as notamment des outils que vous utilisez en interne, qui vous ont permis de vous structurer ou d'accélérer, que tu aimerais peut-être recommander? Et troisième question bis, comment tu vois un peu, alors je pense que tu l'as un petit peu détaillé d'ailleurs, comment tu vois un petit peu l'avenir de ton marché évoluer, quoi? Oui, alors en termes de conseils, outre ceux qu'on a déjà évoqués avant, effectivement, en termes d'outils, ce qui nous a vraiment bien aidé, c'est d'utiliser. On est une startup, il faut utiliser les outils des startups, les outils de 2021. Donc, plutôt que de partir sur des solutions lourdes, on est entièrement évidemment sur les solutions actuelles qui sont en SaaS. Et c'est beaucoup plus flexible. Tu d'ailleurs de Aircall, dont je connais d'ailleurs l'un des cofondateurs. Voilà, c'est une des solutions qu'on utilise. On utilise Salesforce, on utilise tout un tas de petites solutions. Payfit, par exemple, pour la paye. Bon, ça maintenant, ça n'a plus rien d'extraordinaire non plus, mais voilà, toutes les solutions de ce type, entièrement tech. C'est vrai qu'elles font gagner du temps, elles sont plus légères, plus flexibles que les solutions plus traditionnelles. Ça nous donne aussi un avantage clairement. Salesforce, par exemple, sans leur faire non plus d'appui, ils viendront la faire eux-mêmes. Ça nous donne une flexibilité qu'on n'aurait pas eu avec un autre logiciel. Merci beaucoup, Frédéric. On arrive au terme de ce podcast. Alors, la dernière question rituelle, c'est qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Est-ce que tu recherches des partenaires, des clients? Est-ce que tu cherches à recruter des investisseurs? Alors, oui, beaucoup à recruter surtout. Des investisseurs, on en a déjà, mais on est toujours intéressé parce qu'il faudra toujours alimenter la croissance demain. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a maintenant une solution de financement de nos infrastructures. On a un fonds qui fait du leasing et en fait de nos infrastructures. Ce qui était j'en rêvais quand j'ai créé The Plug, mais au début, ça n'existait pas. Et puis, on était trop petit pour intéresser des fonds de ce type. Et donc, il a fallu financer les premières installations sur fonds propres. Aujourd'hui, on a ce leasing, ce modèle de financement qui nous permet de concentrer nos levées de fonds sur la croissance de la structure. On est en train de se développer notamment aux États-Unis. Voilà, on est en train de créer une filiale là-bas où le modèle The Plug rencontre un grand intérêt de la part des acteurs de l'immobilier notamment, et aussi de tout l'écosystème, les fabricants de bornes, etc. Donc, et on est un petit peu plus en retard aux États-Unis, entre guillemets. Pour une fois, l'Europe est bien avancée. En termes de véhicules électriques, ils sont, cette année, en 2020, ils étaient plutôt à 2,5% des ventes, là où en Europe et en France en particulier, on est au-dessus de 10% des ventes de véhicules en véhicules électrifiés. Donc ça, c'est un marché, pour répondre aussi à la question de nos perspectives, on va vraiment se développer à la fois en Europe et aux États-Unis. Pardon, j'ai oublié le reste de la question. C'était qu'est-ce que tu recherchais? Et donc là, tu faisais une petite liste des différentes choses. Et en particulier, à beaucoup recruter pour accompagner la croissance de The Plug. Voilà, c'est effectivement surtout des recrutements, notamment, alors évidemment, notamment dans tout ce qui est développeur. On sait que c'est
pas simple en France. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sociétés. Aircall, par exemple, a créé un site à Madrid parce qu'ils avaient du mal à avoir des développeurs à Paris. C'est un peu dommage pour la tech française. Mais voilà, c'est surtout ça qu'on cherche effectivement aujourd'hui. C'est un vrai frein, effectivement. Le fait de trouver des devs, des CTO a fortiori, c'est un vrai frein, et de la même façon qu'on ne vendra pas de véhicules électriques en masse s'il n'y a pas de borne et s'il n'y a pas The Plug & Co pour accompagner cette évolution. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois un plaisir d'échanger avec toi. Encore une fois, vous faites partie des pépites qu'on a chez France Autotech, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Même si aujourd'hui on est petit, ça ne veut pas dire qu'on sera petit demain. Et quand on voit les taux de croissance que tu as et que vous avez, je ne doute pas que vous serez vraiment un des maillons extrêmement importants du monde de l'autotech demain. Donc voilà, vraiment ravi d'avoir pu encore une fois échanger avec toi. On est ravis d'être membre. Hein. On est ravis d'être membre de Autotech, de France Autotech. C'est vrai que on est pas toujours, on trouve pas toujours des sociétés qui sont un peu dans les mêmes cas que nous. On a parfois l'impression d'être un peu le David contre le Goliath du secteur. Et voilà, on a notamment des acteurs historiques parfois qui cherchent à soit défendre, soit même rentrer sur notre marché de façon pas toujours loyale. Et donc voilà, on est content de pouvoir échanger avec des entrepreneurs, et bravo à ce que vous faites chez France Autotech pour ça. Ouais, bravo à toi. Surtout, c'est vous qui créez, qui prenez des risques, c'est vous qui bousculez les codes. Donc mille bravos, mille bravos. Voilà Didier, écoute, c'était très intéressant. Est-ce que tu veux conclure, ou est-ce que tu as des choses à rajouter éventuellement? Juste un petit mot. Remercie encore Frédéric. Merci encore de nous avoir expliqué comment The Plug s'attaquait au marché américain. Je trouve cette actualité, cette ambition formidable. Comme quoi une startup française peut s'attaquer au marché américain. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast consacré à l'autotech. À très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, merci à vous.